ne permet pas aux embarcations ayant quelques pieds de quille d'approcher. Un logement m'avait été retenu d'avance dans l'unique auberge de l'île, maison de bois fraîche et propre, ombragée de grands arbres, et des fenêtres de laquelle la vue s'étendait sur la mer jusqu'aux profondeurs infinies de l'horizon. En face, j'apercevais l'île de Kalki, avec son village turc se mirant dans la mer, et sa montagne surmontée d'un couvent grec. L'eau battait l'escarpement au pied duquel était juchée l'hôtellerie, et l'on pouvait y descendre en pantoufles et en robe de chambre pour y prendre un bain délicieux sur un fond de sable s'étendant assez loin. À la table d'hôte, qui était fort bien servie, venait s'asseoir majestueusement une dame derrière laquelle se tenait un superbe domestique grec en costume de palicare, tout brodé d'or et d'argent, qui servait sa maîtresse avec un sérieux digne d'un domestique anglais. Ce gaillard caractéristique, plus propre à charger des tromblons et des carabines derrière un rocher qu'à changer des assiettes, produisait un assez bizarre effet, et je ne crois pas qu'on ait jamais versé du vin dans un verre d'une façon si grandiose. Les méchantes langues prétendaient même que là ne se bornaient pas ses fonctions, mais il ne faut jamais croire que la moitié de ce qu'on dit. Le soir, les femmes arméniennes et grecques faisaient assaut de toilette pour se promener dans l'espace étroit resserré entre les maisons et la berge, les robes de soie les plus lourdes et les plus épaisses s'y déployaient à larges plis, les diamants brillaient aux rayons de la lune, et les bras nus étaient chargés de ces énormes bracelets d'or aux chaînes multiples, ornement particulier à Constantinople, et que nos bijoutiers feraient bien d'imiter, car ils donnent de la sveltesse aux poignets et avantagent la main. Les familles arméniennes sont fécondes comme les familles anglaises, et ce n'est point chose rare que de voir une ample maîtrone précédée de 4 ou 5 filles, toutes plus jolies les unes que les autres, et d'autant de garçons très vivaces. Les coiffures en cheveux, les corsages décolletés, donnent à cette promenade l'aspect d'un bal en plein air. Quelques chapeaux parisiens s'y montrent, comme au Prado de Madrid, mais en petite quantité. Dans les cafés, qui ont tous des terrasses sur la mer, l'on prend des glaces faites avec la neige de l'Olympe de Bini, on hume de petites tasses de café accompagnées de verres d'eau, et l'on brûle le tabac de toutes les manières imaginables, chibouk, narguilé, cigares, cigarettes, rien n'y manque. La silhouette coloriée de Karagueuse se démène derrière son transparent et débite ses lazis au bruit du tambour de basque. De temps en temps, un reflet bleu comme celui de la lumière électrique vient éclairer bizarrement une façade de maison, un bouquet d'arbres, un groupe de promeneurs, l'on se retourne et l'on sourit, c'est un amoureux qui brûle un feu de Bengale en l'honneur de sa maîtresse ou de sa fiancée. Il doit y avoir beaucoup d'amoureux à Principo, car une lumière ne s'était pas plus tôt éteinte qu'une autre se rallumait. Par maîtresse, il faut entendre, dans le sens de la vieille galanterie, femme à qui l'on rend des soins pour s'en faire aimer avec intention de mariage, et pas autre chose, car les muresses sont ici fort rigides. Peu à peu chacun rentre chez soi, et vers minuit toute l'île dort d'un sommeil paisible et vertueux. Cette promenade et les bains de mer composent les plaisirs de Principo. Pour les varier, j'exécutai, avec un aimable jeune homme dont j'avais fait connaissance à la table d'hôte, une grande excursion à âne dans l'intérieur de l'île. Nous traversâmes d'abord le village, dont le marché était fort réjouissant à l'œil avec ses étalages de concombres aux formes étranges, de pastèques, de melons, de Smyrne, de tomates, de piments, de raisins et de denrées bizarres. Puis nous suivîmes la mer tantôt de près, tantôt de loin, à travers des plantations d'arbres et des champs cultivés, jusqu'à la maison d'un pope, très bon vivant, qui nous fit servir, par une belle fille, du requis et des verres d'eau glacée. Ensuite,
contournant l'île, nous arrivâmes à un ancien monastère grec, assez délabré, servant maintenant d'hôpital de fous. 3 ou 4 malheureux en haillons, le teint hâve, l'air morose, s'y traînaient le long des murs avec un bruissement de ferraille, dans une cour inondée de soleil. On nous fit voir au fond de la chapelle, moyennant un bakchich de quelques piastres, de mauvaises images à fond d'or et à figures brunes, comme on en fabrique au mont Essos, sur des patrons byzantins, à l'usage du culte grec. La Panagia y montrait, suivant l'usage, sa tête et ses mains bistrées, à travers les découpures d'une plaque d'argent ou de vermeil, et l'enfant Jésus apparaissait en négrillon dans son humble trilobé. Saint Georges, patron du lieu, écrasait le dragon dans l'attitude consacrée. La situation de ce couvent est admirable, il occupe la plateforme d'un soubassement de rochers, et du haut de ses terrasses, la rêverie peut plonger dans 2 êtres sans limite, celui du ciel et celui de la mer. À côté du couvent, des excavations voûtées, à demi effondrées, montrent qu'il couvrait jadis un emplacement plus vaste et d'une architecture antérieure. Nous revînmes par une autre route plus sauvage, parmi des touffes de myrtes, des bouquets de térébinthes et de pins qui poussent naturellement, et que les habitants coupent pour faire du bois de chauffage, et nous arrivâmes à l'auberge, à la grande satisfaction de nos ânes, qui avaient besoin d'être talonnés et bâtonnés vigoureusement pour ne pas s'endormir en route, car nous avions commis cette faute de ne pas emmener l'ânier, personnage indispensable dans une caravane de ce genre, les ânes orientaux méprisant beaucoup les bourgeois et ne s'émouvant nullement de leur gourmade. Au bout de 4 ou 5 jours, suffisamment édifié sur les délices de Principo, je partis pour faire une excursion sur le Bosphore, depuis la pointe de Soraï jusqu'à l'entrée de la mer Noire. Txix le Bosphore, de Soraï-Bournou à l'entrée de la mer Noire, est sillonné d'un va-et-vient perpétuel de bateaux à vapeur comparable au mouvement des watermen sur la Tamise, les Saïdjis, qui naguère régnaient en despotes sur ces eaux vertes et rapides, voient passer les pyroscaphes du même œil que les postillons, les locomotives des chemins de fer, et ils regardent l'invention de Fulton comme tout à fait diabolique. Il y a cependant encore des Turcs obstinés et des Giaours poltrons qui prennent des saïques pour remonter le Bosphore, de même qu'il y a chez nous des gens qui, malgré les railways de la rive gauche et de la rive droite, vont à Versailles en gondoles et à Saint-Cloud en coucou, mais ils sont tous les jours plus rares, et les musulmans s'accommodant très bien des bateaux à vapeur. Le bateau à vapeur les préoccupe même beaucoup, et il n'est pas un café ou une boutique de barbier dont les murailles ne soient ornées de plusieurs dessins où l'artiste naïf a figuré de son mieux le panache de fumée s'échappant du tuyau et les palettes des roues battant l'eau bouillonnante. Je m'embarquai au pont de Galate, dans la Corne d'Or, point de départ des bateaux qui stationnent là en grand nombre, crachant leur vapeur blanche et noire condensée en nuages permanents dans l'azur léger du ciel. Le pont de Londres ou effort de suspension bridge ne présente pas un mouvement plus animé, un encombrement plus tumultueux que cette échelle dont les abords sont fort incommodes, car, pour parvenir aux embarcations, il faut franchir les garde-fous de ponts de bateaux, enjamber des médrios, et passer sur des poutrelles pourries ou rompues. Ce n'est pas une besogne aisée que de démarrer de là, pourtant l'on y parvient, non sans se heurter quelque peu aux barques voisines, et l'on se met en route. En quelques coups de piston l'on a gagné le large, et alors vous filez librement entre une double ligne de palais, de kiosques, de villages, de jardins, de collines, sur une eau vive, mélange d'émeraude et de saphir, où votre sillage fait éclore des millions de perles, sous un ciel le plus beau du monde, par un gai soleil qui jette des
iris dans la bruine argentée des roues. Il n'est rien de comparable, que je sache, à cette promenade faite en 2 heures sur cette raie d'azur tirée comme limite entre 2 parties du monde, l'Europe et l'Asie, qu'on aperçoit en même temps. La tour de la Fille émerge bientôt avec sa silhouette blanche d'un si charmant effet sur le fond bleu des eaux. Scutari et Topané se montrent à leur tour. Au-dessus de Topané, la tour de Galate dresse son toit conique vert de grisé, et sur le revers de la colline s'étagent les maisons de pierre des Européens, les baraques de bois coloriées des Turcs. Ça et là quelques minarets blancs élèvent sa flèche semblable à un mât de vaisseau, quelques touffes d'un vert sombre s'arrondissent, les constructions massives des légations étalent leurs façades, et le grand champ des morts déploie son rideau de cyprès, sur lequel se détachent en clair la caserne d'artillerie et le collège militaire. Scutari, la ville d'or, Chrysopolis, présente un spectacle à peu près semblable. Les arbres noirs d'un cimetière servent aussi de fond à ces maisons roses et à ces mosquées passées au lait de chaux. Des 2 côtés la vie à la mort derrière elle, et chaque ville se cercle d'un faubourg de tombes, mais ces idées, qui attristeraient ailleurs, ne troublent en rien la sérénité fataliste de l'Orient. Sur la rive d'Europe, on aperçoit bientôt Chiragan, un palais bâti par Mahmoud dans les idées européennes, avec un fronton classique comme celui de la Chambre des députés, au milieu duquel s'enlace le chiffre du sultan en lettres d'or, et 2 ailes supportées par des colonnes doriques en marbre grec. J'avoue que je préfère en Orient l'architecture arabe ou turque. Pourtant cette construction grandiose, dont le large escalier blanc descend jusqu'à la mer, produit un assez bel effet. Devant ce palais, un splendide saïk aux tendelets de pourpre tout doré et peint, portant à la poupe un oiseau d'argent, attendait sa hôtesse. En face, au-delà de Scutari, se prolonge une ligne de palais d'été, coloriés en vert pomme, ombragés de platanes, d'arbousiers, de frênes, d'un aspect riant, et, malgré leurs fenêtres en treillage, rappelant plutôt la volière que la prison. Ces palais, rangés sur la rive de manière à tremper leurs pieds dans l'eau, ont assez l'aspect des bains Vigier ou de l'école de natation de Deligny. Les villas turques sur le Bosphore éveillent souvent cette comparaison. Entre Dolmabahçe et Beşiktaş s'élève la façade vénitienne du nouveau palais bâti par le sultan Abdülmecid, dont j'ai fait une description particulière. S'il n'est pas d'un goût bien pur, il est au moins d'un caprice bizarre et riche, et sa blanche silhouette, sculptée, fouillée, ciselée, chargée d'ornements infinis, se découpe élégamment sur la rive. C'est bien un palais de calife ennuyé de l'architecture arabe et persane, et qui, ne voulant pas des 5 ordres, se loge dans un immense bijou de marbre travaillé en filigrane. Dolmabahçe s'appelait autrefois Gessonion. C'est là que Gesson aborda avec ses argonautes, dans son expédition à la recherche de la toison d'or. Le bateau à vapeur sert de près la côte d'Europe, où les stations sont plus fréquentes. Nous pouvons, en passant, voir au café de Beşiktaş les fumeurs accroupis dans leur cabinet de treillage suspendu au-dessus de l'eau. On laisse bientôt en arrière Ortaköy, Kuruçeşme, qui bordent la mer, et derrière lesquels se lèvent, par inflexions onduleuses, des collines parsemées d'arbres, de jardins, de maisons et de villages de l'aspect le plus riant. D'un village à l'autre règne comme un quai non interrompu de palais et de résidences d'été. La sultane validée, les sûrs du sultan, les vizirs, les ministres, les pachas, les grands personnages, se sont tout construits là des habitations charmantes, avec une entente parfaite du confortable oriental, qui ne ressemble pas au confortable anglais, mais qui le vaut bien.
Ces palais sont de bois et de planches, à l'exception des colonnes taillées ordinairement dans un seul bloc de marbre de Marmara ou prises à des débris d'anciennes constructions. Mais ils n'en sont pas moins élégants dans leur grâce passagère, avec leurs étages en surplomb, leurs saillies et leurs retraites, leurs kiosques à toit chinois, leurs pavillons à treilles, leurs terrasses ornées de vases et leurs frais coloriages renouvelés sans cesse. Au milieu des grillages en baguettes de bois de cèdre, qui se croisent sur les fenêtres des appartements réservés aux femmes, s'ouvrent des trous ronds pareils à ceux pratiqués dans les rideaux de théâtre, et par lesquels les acteurs inspectent la salle et les spectateurs. C'est par là qu'assises sur des carreaux, les belles nonchalantes regardent passer, sans être vues, les vaisseaux, les bateaux à vapeur et les saïques, tout en mâchant du mestique de chiot pour entretenir la blancheur de leurs dents. Un étroit quai de granit, formant chemin de halage, sépare ces jolies habitations de la mer. En les côtoyant, le voyageur se sent pris, malgré lui, d'un vague désir de faire comme Hassan, le héros d'Alfred de Musset, et de jeter son bonnet par-dessus les moulins pour prendre le fez. Près d'Arnaoutköy, l'eau du Bosphore bouillonne comme sur une marmite à cause d'un rapide courant appelé Mégarema, le grand courant. L'eau bleue file comme la flèche le long des pierres du quai. Là, si robustes que soient leurs bras allés au soleil, les saïdjis sentent la rame ployer dans leurs mains comme une lame d'éventail, et s'ils essayaient de lutter contre ce flot impérieux, elles se rompraient comme verre. Le Bosphore est plein de ces courants, dont les directions varient et qui lui donnent plutôt l'apparence d'un fleuve que d'un bras de mer. Quand on arrive là, on jette de la barque un bout de cordeau à terre, 3 ou 4 hommes s'y attellent comme des chevaux de halage, et, courbant leurs fortes épaules, tirent l'embarcation, dont la proue fait jaillir un ruban d'écume blanche. Le rapide franchi, on reprend l'aviron et l'on fend sans peine une eau morte. Au pied des maisons on voit souvent des groupes de 3 ou 4 femmes turques, accroupies à côté de leurs enfants qui jouent. Sur le quai, des demoiselles grecques se promènent en se tenant par la main et lancent un coup d'œil curieux à un voyageur européen. Des hommes passent à cheval, des matelots remisent un saïque particulier dans sa cale voûtée. Les figures manquent rarement au paysage. Les lecteurs de ce livre sont assez familiarisés maintenant avec l'architecture locale pour qu'il ne soit pas nécessaire de leur faire une description des maisons d'Arnaoutköy. Je noterai cependant comme particulières de vieilles habitations arméniennes peintes en noir, ce qui était autrefois la couleur obligée, les teintes claires appartenant de droit aux Turcs, et le rouge sang de bœuf au rouge antique aux Grecs. Aujourd'hui chacun peut peindre sa maison comme il veut, excepté en vert, la couleur de l'islam, des hadjis et des descendants du prophète. Sur la côte d'Asie, plus boisée et plus ombreuse que celle d'Europe, les villages, les palais et les kiosques se succèdent, un peu moins serrés peut-être, mais à des distances très rapprochées encore. Sekous-Gunjuk, Stevres, Bellerbey ou Mahmoud se fit bâtir une résidence d'été, Tchangelköy, Vaniköy, et en face de Babek les eaux douces d'Asie, Guiksou. Une charmante fontaine en marbre blanc, toute brodée d'arabesques, toute historiée d'inscriptions en lettres d'or, coiffée d'un grand toit à forte projection et de petits dômes surmontés de croissants, qui s'aperçoit de la mer et se détache sur un fond d'opulente verdure, désigne aux voyageurs cette promenade favorite des Omanlis. Une vaste pelouse, veloutée d'un frais gazon, encadrée de frênes, de platanes et de sycomores, s'encombre, le vendredi, d'arabas et de talikas, et voit s'étendre sur des tapis de Smyrne les beautés paresseuses du harem. Les nègres eunuques,
fouettant leurs pantalons blancs du bout de leurs houssines, se promènent entre les groupes accroupis, guettant quelque hyade furtive, quelques signes d'intelligence, surtout s'il se trouve là quelque giaour tâchant de pénétrer de loin les mystères du yomak ou du forager. Quelquefois les femmes attachent des châles à des branches d'arbres et bercent leurs enfants dans ce hamac improvisé, d'autres mangent des confitures de roses ou boivent de l'eau à la neige, une fume le narguilé ou la cigarette, toutes babillent ou médisent des dames franques, qui sont si effrontées, se montrent à visage découvert et marchent dans les rues avec des hommes. Plus loin, les paysans bulgares au sayon antique, au bonnet entouré d'une énorme couronne de fourrure, exécutent leur danse nationale dans l'espoir d'un bakchiche. Les Khawadjis préparent leur café en plein air, l'Israélite, à la robe fendue sur les côtés, au turban moucheté de noir comme un linge où l'on essuie des plumes, offre quelques menues marchandises aux promeneurs avec cet air servile et bas des Juifs d'Orient, toujours pliés en deux sous la crainte de la vanille, et des saïdjis assis au rebord du quai fument, les jambes pendantes, surveillant leur barque du coin de l'œil. Il serait trop long de décrire l'un après l'autre tous ces villages qui se suivent et se ressemblent avec d'imperceptibles différences. C'est toujours une ligne de maisons en bois colorié, comme les villages des boîtes de joujoux de Nuremberg, se développant le long du quai ou trempant immédiatement leurs pieds dans l'eau quand il n'y a pas de chemin de halage, et se détachent sur un rideau de riche verdure d'où s'élance le minaret crayeux d'un marabout ou d'une petite mosquée. Au-delà, les collines aux pentes douces et ménagées s'élèvent harmonieusement azurées par la lumière du ciel. Parfois on souhaiterait un escarpement plus abrupt, une falaise aride, un ossement de rochers perçant l'épiderme de la terre, tout cela est vraiment trop gracieux, trop riant, trop coquet, trop peigné, il faudrait ça et là quelques touches accentuées et violentes pour servir de repoussoir. À certains endroits du courant sont juchés, sur un échafaudage de perches, des espèces de cages à poules d'une construction bizarre et pittoresque, dans lesquelles les pêcheurs se tiennent pour guetter le passage des bancs de poissons et avertir du moment propice à jeter ou relever le filet. Quelquefois il leur arrive de s'endormir et de tomber la tête en avant de leur perchoir aérien à l'eau, où ils se noient sans se réveiller. Ces guérites, semblables à des nids d'oiseaux aquatiques, semblent construites exprès pour fournir des premiers plans aux peintres. Ici les deux rives se rapprochent considérablement. C'est la place où Darius fit passer son armée dans son expédition contre les Scythes, sur un pont jeté par Mandroclès de Samos. 700 000 hommes y défilèrent, gigantesques amas des hordes de l'Asie, aux types exotiques, aux armes bizarres, aux accouterments fabuleux, à la cavalerie mêlée d'éléphants et de chameaux. Sur deux colonnes de pierre élevées à la tête du pont furent gravées les listes de tous les noms de peuples marchands à la suite de Darius. Ces colonnes s'élevaient à l'endroit même qu'occupe le château de Güzel-Cissar, construit par Bayezid Yédérim, Badjazet le foudre de guerre. Mandroclès, à ce que raconte Hérodote, dessina ce passage sur un tableau qu'il appendit au temple de Junon, à Samos, sa patrie, avec cette inscription: Mandroclès, ayant construit un pont sur le Bosphore poissonneux, en dédia le dessin à Junon. En exécutant ce projet du roi Darius, Mandroclès procura de la gloire aux Samiens et obtint une couronne. Le Bosphore, à cette place, est large de 400 toises, et c'est par là que passèrent les Perses, les Gasses, les Latins et les Turcs. Les invasions, qu'elles vinssent de l'Asie ou de l'Europe, suivirent la même route. Tous ces grands débordements de peuples coulèrent par le même lit et marchèrent dans l'ornière de Darius. Le château d'Europe, Roumélissar, nommé aussi Bogac-San,
coupe-gorge, fait fort bonne figure sur le revers de la colline avec ses tours blanches d'inégale hauteur et ses murailles crénelées. Les 3 grosses tours et la petite qui est près du bord de la mer dessinent à rebours, selon l'écriture turque, 4 lettres, Monsieur H. Monsieur D, qui forment le nom du fondateur, Mohamed II. Ce rébus architectural, qu'on ne devinerait pas, rappelle le plan de l'Escurial, représentant le gril de Saint-Laurent, en l'honneur duquel fut élevé le monastère. On ne s'aperçoit de cette bizarrerie que si l'on est prévenu. Le château d'Europe fait face au château d'Asie, Anadolissar, que j'ai mentionné tout à l'heure. Près de Roumelissar s'étend un cimetière dont les hauts cyprès noirs et les cipes blancs se mirent gaiement dans l'azur de la mer, et qui donnerait envie de s'y faire enterrer, tant il est riant, fleuri et parfumé. Les morts couchés dans ce frais jardin égayé de soleil, animé de chants d'oiseaux, ne doivent pas s'ennuyer. Le bateau à vapeur, après avoir dépassé Balta Liman, Steneux, Yannikeuil, Calandé, s'arrête à Thérapia, un bourg dont le nom signifie guérison en grec, et qui justifie par la salubrité de son air cette appellation médicale. C'est là que l'ambassade de France a son palais d'été. Dans le gracieux petit golfe qui l'avoisine, coupe d'or remplie de saphirs, Médée, revenant de Colchide avec Gessone, descendit à terre et déballa la boîte renfermant ses filtres et ses drogues magiques, d'où le nom de pharmaceux que portait autrefois Thérapia. Thérapia est un séjour délicieux, son quai est bordé de cafés décorés avec un certain luxe, chose rare en Turquie, d'auberges, de maisons de plaisance et de jardins. Dans un passage qui conduit au débarcadère, je remarquai parmi les pierres de la muraille 2 torses de marbre, l'un d'homme vêtu d'une cuirasse antique, l'autre de femme, voilée de draperies assez frustes que les constructeurs barbares avaient encastrées au milieu des moellons comme de vulgaires matériaux. Dans la rade était mouillé le chaptal, commandé par Monsieur Poultier, à qui j'allais rendre visite, et qui me reçut avec cette bonhomie affectueuse qui lui est propre, et cette exquise politesse commune à tous les officiers de marine. Le palais de l'ambassade de France, que Monsieur Renaud doit reconstruire avec plus de solidité, de richesse et de goût, est un grand bâtiment à la turque, tout en bois et en pisé, sans aucun mérite architectural, mais vaste, aéré, commode, d'une fraîcheur à l'abri des plus violentes ardeurs de l'été et dans la plus admirable situation du monde. Derrière le palais se développent des jardins en terrasse, plantés d'arbres centenaires d'une hauteur prodigieuse, incessamment agités par les brises de la mer Noire. Arrivé au remblai supérieur, on jouit d'une perspective merveilleuse. La rive d'Asie étale devant vous les frais ombrages des eaux de la Sultane, plus loin bleuit le mont du Géant, où la tradition place le lit d'Hercule. Sur la rive d'Europe, Büyükdere arrondit sa courbe gracieuse, et le Bosphore, au-delà de Roumélie Cava et d'Anadoli Cava, s'évase jusqu'aux îles Cyanées, et se perd dans la mer Noire. Des voiles blanches vont et viennent comme des oiseaux marins, et la pensée s'égare dans un rêve infini. XXX Büyükdere, qu'on aperçoit de la terrasse de Thérapia, est un des plus charmants villages de plaisance qui existent au monde. Le rivage se creuse à cet endroit et décrit un arc où les flots viennent mourir par molles ondulations. Des habitations élégantes, parmi lesquelles on remarque le palais d'été de l'ambassade de Russie, s'élèvent sur le bord de la mer, au pied des dernières croupes de collines qui forment le lit du Bosphore, sur un fond de jardins verdoyants. Les riches négociants de Constantinople possèdent là des maisons de campagne où, chaque soir, le bateau à vapeur les amène, leurs affaires finies, et d'où ils repartent le matin.
sur la plage de Buick-Deré, se promènent, après le coucher du soleil, de belles dames, arméniennes et grecques, en grande toilette. Les lumières des cafés et des maisons se mêlent dans l'eau à la traînée d'argent de la lune et au reflet des étoiles, une brise saturée de parfums et de fraîcheur souffle doucement et fait de l'air comme un éventail manié par la main invisible de la nuit, des orchestres de musiciens hongrois jettent aux échos les valses de Strauss, et le bulbul chante le poème de ses amours avec la rose, cachée sous des touffes de myrte. Après une chaude journée d'été, le corps, ranimé par cette atmosphère balsamique, sent un bien-être délicieux, et ce n'est qu'à regret qu'on gagne son lit. L'hôtel nouvellement fondé à Buick-Deré est rendu nécessaire par l'affluence des voyageurs qui ne savaient où passer la nuit ou ne voulaient pas abuser de l'hospitalité de leurs amis de Constantinople, est fort bien tenu. Il a un grand jardin où s'épanouit un superbe platane dans les branches duquel on a établi un cabinet où je déjeunais abrité par un parasol de feuilles dentelées et soyeuses. Comme je m'extasiais sur la grosseur de cet arbre, on me dit que dans une prairie, au bout de la grande rue de Buick-Deré, il en existait un bien plus énorme, connu sous le nom de platane de Godefroy de Bouillon. J'allai le visiter, et, au premier abord, je crus voir une forêt plutôt qu'un arbre. Le tronc, composé d'une agglomération de 7 ou 8 fûts soudés ensemble, ressemblait à une tour effondrée par places, d'énormes racines, pareilles à des serpents boa à moitié rentrés dans leurs repères, l'accrochaient au sol. Les rameaux qui s'y implantaient avaient plutôt l'air d'arbres horizontaux que de simples branches. Dans ses flancs bâillaient de noires cavernes, formées par la putréfaction du bois tombé en poudre sous l'écorce. Les pâtres s'y abritent comme dans une grotte et y font du feu sans que le géant végétal y prenne garde plus qu'aux fourmis qui circulent sur sa peau rugueuse et soulevée par l'âme. Rien n'est plus majestueusement pittoresque que cette monstrueuse masse de feuillage sur laquelle les siècles ont glissé comme des gouttes de pluie, et qui a vu se dresser à son ombre les tentes des héros chantés par le Tasse dans la Jérusalem délivrée. Mais ne nous abandonnons pas à la poésie, voici l'histoire qui vient, comme d'habitude, contredire la tradition. Les savants prétendent que Godefroy de Bouillon n'a jamais campé sous ce platane, et ils apportent pour preuve un passage d'Anne Comnène, une contemporaine des faits, qui dément la légende. Alors le comte Godefroy de Bouillon, ayant fait la traversée avec d'autres comtes et une armée composée de 10 000 hommes de cavalerie et de 70 000 d'infanterie, arriva à la grande ville et rangea ses troupes aux environs de la Propontide, depuis le pont Cosmidion jusqu'à Saint-Phocas. Voilà qui est clair et décisif, mais, comme la légende, malgré les textes des érudits, ne saurait avoir tort, le comte Raoul établit son champ à Buick-Deré avec les autres croisés latins, en attendant qu'il pût passer en Asie, et, la mémoire précise de l'événement s'étant perdue, le platane séculaire a été baptisé du nom plus connu de Godefroy de Bouillon, qui, pour le peuple, résume plus particulièrement l'idée des croisades. Quoi qu'il en soit, l'arbre millénaire est là toujours debout, plein de nids et de rayons de soleil, voyant les années tomber à ses pieds comme des feuilles, de siècle en siècle plus colossales et plus robustes. Le vent du désert a depuis longtemps dispersé dans les sables de la Palestine les ossements réduits en poudre des croisés. Lorsque je visitais le platane de Godefroy ou de Raoul, un arabat d'ételé était arrêté sous ses branches. Les buffles, délivrés du joug, s'étaient agenouillés dans l'herbe, et ruminaient gravement avec un air de béatitude sereine, secouant de temps à autre les filaments de bave argentés de leurs mufles noirs. Leurs conducteurs cuisinaient leur frugale pitance dans une des fissures de l'arbre, espèce de cheminée naturelle au foyer fait de 2 pierres,
c'était un tableau charmant, tout groupé et tout composé. J'avais envie d'aller chercher Théodore frère à son atelier de Buick-Deré pour en faire une pochade peinte, mais l'arabat se serait remis en route, où le rayon qui éclairait si pittoresquement la scène se serait éteint avant que l'artiste fût arrivé. D'ailleurs, frère a dans ses cartons des milliers de scènes analogues qui se reproduisent fréquemment dans la vie orientale. Le Charlemagne était mouillé à Terapia, en face de l'ambassade de France, qui donnait une fête aux matelots. Des canots allaient sans cesse du navire à terre, débarquant l'équipage, composé d'environ 1200 hommes, dont on avait gardé à bord que les surveillants indispensables. D'immenses tables étaient dressées sous les grands arbres, dans les jardins de l'ambassade, et, sur la terrasse, les artistes du Charlemagne avaient élevé un théâtre avec des pavillons et des toiles à voile, au fronton duquel un aigle très bien peint en détrempe palpitait des ailes au-dessus d'attributs de guerre et de marine. Les marins savent tout faire, ils avaient construit le théâtre, et ils jouaient des vaudevilles comme des acteurs de profession. Arnal n'est pas plus drôle d'en passer minuit que le gabier chargé de ce rôle à Terapia. Dans l'autre vaudeville, dont le nom m'échappe, de jeunes mousses imberbes ou des matelots rasés de très près remplissaient les rôles de femmes, comme sur le théâtre antique, leurs faux tours en cheveux blonds, les épeuses complémentaires dont ils ne s'étaient pas fait faute, et qui auraient éveillé la galanterie de Sganarelle, les allures masculines qu'ils reprenaient sans y penser au milieu de leurs affectations de mignardise, leurs pas brusques embarrassés par les jupes, leurs alternatives de fossés et de basse-taille, et leurs figures brûlées par le soleil de tous les pays, encadrées dans de prétentieux bonnets à ruches de tulle, produisaient l'effet le plus extravagamment comique qu'on puisse imaginer. On riait à mourir. Le public se composait du personnel de l'ambassade, des attachés des autres légations, des banquiers, aux négociants et personnages considérables de Péra. Les femmes étaient parées comme à une représentation du théâtre italien, et ces belles toilettes produisaient un effet charmant à la vive lumière du soleil. Après la comédie, le repas eut lieu, gigantesque guêpe, prodigieux festin de gargantua, colossales noces de gamache, produit combiné du chef de l'ambassade et du coq du Charlemagne, aidé par une armée de marmitons turcs, arméniens, grecs, juifs, italiens, marseillais. Le soir, les convives en gaieté se promenaient sur le quai de Terapia par petites bandes de 10 ou 12 amis, dansant des cachuchas inédites plus cambrées que celles de la Petra Camara, et chantant des chansons qui ne seront pas admises sans doute dans le recueil des chants populaires de la France, et n'en sont pas moins d'une poésie singulière et d'une originalité des plus imprévues. Il faisait un temps admirable, et je résolus de retourner le soir même à Constantinople, dans un saïk à 2 paires de rames, manuvéré par 2 robustes arnautes, aux tempes et aux joues rasées, n'ayant de poils qu'une longue moustache blonde. Quoiqu'il fût plus de 10 heures quand je partis, on y voyait parfaitement et certes plus clair qu'à Londres en plein midi. Ce n'était pas une nuit, mais plutôt un jour bleuâtre d'une douceur et d'une transparence infinie. Je m'établis à la poupe. Bien en équilibre, mon paletot boutonné jusqu'au col, car la rosée tombait en fines bruines argentées, comme les pleurs nocturnes des astres, et le fond de la barque était tout mouillé. Mes arnautes avaient jeté une veste sur leur chemise de gaze rayée, et nous commençâmes la descente. Le saïk aidé par le courant, et poussé par 4 bras vigoureux, filait presque aussi rapidement qu'un bateau à vapeur au milieu du tremblement lumineux de l'eau piquée de millions de paillettes.
les collines et les caps de la rive projetaient de grandes ombres violettes qui tranchaient sur le vif argent des vagues, où les silhouettes des vaisseaux à l'ancre se dessinaient comme des découpures de papier noir, avec leurs vergues carguées et leurs cordages ténus. Quelques lumières brillaient de loin en loin, à bord des embarcations ou aux fenêtres des villages riverains. On entendait d'autres bruits que la respiration cadencée des saïdjis, le rythme régulier des avirons, le clapotis de l'eau et les aboiements lointains de quelques chiens en éveil. De temps à autre une bolide traversait le ciel et s'éteignait comme une bombe de feu d'artifice. La Voie lactée déroulait sa zone blanchâtre avec un éclat et une netteté inconnus dans nos brumeuses nuits du nord, les étoiles brillaient jusque dans l'auréole de la lune. C'était merveilleux de magnificence tranquille et de splendeur sereine. En contemplant cette voûte de lapis-lazuli veinée d'or, je me demandais, pourquoi le ciel est-il si splendide lorsque la terre est endormie, et pourquoi les astres ne s'éveillent-ils qu'à l'heure où les yeux se ferment? Cette féerique illumination, personne ne la voit, elle ne s'allume que pour les prunelles nyctalopes des ribouzes, des chauves-souris et des chats. Le divin décorateur méprise-t-il à ce point le public, qu'il ne déploie ses plus belles toiles qu'après que les spectateurs sont couchés? Cela serait peu flatteur pour l'orgueil humain, mais la terre n'est qu'un point imperceptible, un grain de sénévé perdu dans l'immensité, et, comme le dit Victor Hugo, l'état normal du ciel, c'est la nuit. 1 heure sonnait quand ma barque aborda à Topanay. J'allumai ma lanterne, et, gravissant par les rues désertes en ayant soin de ne pas marcher sur les tribus de chiens assoupis qui poussaient de faibles gémissements à mon passage, je regagnai mon logis dans le champ des morts de Péra, éreinté, mais ravi. Le lendemain, continuant mes promenades, je me rendis aux eaux douces d'Europe, au fond de la Corne d'Or. Franchissant les 3 ponts de bateaux, dont le dernier, achevé tout récemment, a été construit aux frais d'un riche Arménien, je longeai les cales de l'arsenal maritime, où sous des hangars s'ébauchent les carcasses de navires, semblables à des squelettes de cachalots et de baleines, je passai entre Ayoub et Pim Pacha, et j'entrai bientôt dans l'archipel de petites îles basses et plates qui divisent l'embouchure du Sidaris et du Barbicet, réunis un peu avant de se jeter à la mer. Les noms turcs substitués à ces harmonieuses appellations sont Souk Yatana et Ali Beyköy. Des hérons et des cigognes, le bec posé sur leur jabot, une patte repliée sous le ventre, vous regardent passer d'un air amical, les goélandes vous effleurent de l'aile, et le Milan décrit des cercles au-dessus de votre tête. À mesure qu'on avance, la rumeur de Constantinople s'éteint, la solitude se fait, la campagne succède à la ville par transitions insensibles. Personne ne passe sur les élégants ponts chinois qui enjambent le Barbicet, qu'on prendrait pour une de ces rivières factices des jardins anglais. Les eaux douces d'Europe sont plus spécialement fréquentées l'hiver. Le sultan y possède un kiosque avec des eaux et des cascades artificielles côtoyées de pavillons d'un charmant goût turc. Cette résidence a été bâtie par Mahmoud, mais, comme elle n'est presque jamais habitée et qu'on ne la répare pas, l'abandon la dégrade, et elle tombe déjà presque en ruine. Le canal s'envase, les pierres disjointes laissent échapper l'eau, et les plantes parasites se mêlent aux arabesques sculptées. On dit que Mahmoud, qui avait arrangé ce nid charmant pour une odalisque adorée, n'y voulut plus revenir quand une mort prématurée eut enlevé la jeune femme. Depuis ce temps, un voile de mélancolie semble flotter sur ce palais désert enfoui dans des masses d'ormes, de frênes, de noyers, de sycomores et de platanes, qui paraissaient vouloir le dérober aux yeux du voyageur,
comme la forêt épaissie autour du château de la Belle au bois dormant, et les grands saules pleureurs secouent tristement dans l'eau leurs larmes de feuillage. Ce jour-là, il n'y avait personne, et la promenade n'en était pas moins agréable pour cela, et, après avoir erré quelque temps sous les ombrages solitaires, je m'arrêtai à un petit café pour prendre du yaourt, lait caillé, avec un morceau de pain, frugal repas dont avait grand besoin mon appétit, aiguisé par l'air vif de la mer. Au lieu de m'en retourner en saïque, je pris un de ces chevaux de louage qui stationnent à tous les coins de place, et je remontai par Pim Pacha, Askeuil et Kassim Pacha, jusqu'à San Dimitri, le village grec, près du grand champ des morts de Péra, et, suivant de vastes terrains nus, j'arrivai à Locmédanie, qu'on prendrait de loin pour un cimetière, à voir la multitude de petites colonnes de marbre dont il est hérissé. C'est l'endroit où jadis les sultans s'exerçaient au jeu du djéride, et ces petits monuments sont destinés à perpétuer la mémoire des coups extraordinaires et à en mesurer la portée. Ils sont d'ailleurs fort simples et n'ont pour ornement qu'une inscription en lettres turques, et quelquefois au sommet une étoile en cuivre doré. Le djéride est tombé en désuétude et les plus modernes de ces colonnes remontent déjà à une certaine date. Les vieilles coutumes disparaissent et ne seront bientôt plus que des souvenirs. Il y avait déjà 72 jours que je me promenais dans Constantinople, et j'en connaissais tous les coins et recoins. Sans doute c'est peu pour étudier le caractère et les muresses d'un peuple, mais c'est assez pour saisir la physionomie pittoresque d'une ville, et tel était le but unique de mon voyage. La vie est murée en Orient, les préjugés religieux et les habitudes s'opposent à ce qu'on y pénètre. Le langage reste impraticable, à moins d'une étude de 7 ou 8 années, on est donc forcé de se contenter du panorama extérieur. Un séjour prolongé de quelques semaines ne m'en eût pas appris davantage, et d'ailleurs je commençais à avoir soif de tableaux, de statues et d'œuvres d'art. L'éternel bal masqué des rues finissait par m'impatienter. J'avais assez de voiles, je voulais voir des visages. Ce mystère, qui d'abord occupe l'imagination, devient fatigant à la longue, lorsqu'on a reconnu qu'il n'y a pas d'espoir de le deviner. L'on y renonce bientôt, l'on ne jette plus qu'un regard distrait sur les fantômes qui défilent près de vous, et l'ennui vous gagne d'autant plus vite, que la société franque de Péra, composée de négociants très respectables sans doute, n'est pas amusante pour un poète. Aussi allai-je retenir ma cabine à bord du vaisseau autrichien l'Imperator, pour aller à Athènes, par la correspondance de Syra, visiter Corinthe, le golfe de Lépante, Patra, Corfou, les monts de la Chimère et gagner Trieste, en longeant les côtes de l'Adriatique. Je voyais déjà briller en rêve sur le roc de l'Acropole la blanche colonnade du Parthénon avec ses interstices d'azur, et les minerettes de Sainte-Sophie ne me faisaient plus aucun plaisir. Mon esprit, tourné vers un autre but, n'était pas impressionné par les objets environnants. Je partis, et, quoiqu'heureux de ce départ, je regardai une dernière fois Constantinople s'effaçant à l'horizon, avec cette indéfinissable mélancolie qui vous serre le cœur lorsqu'on quitte une ville qu'on ne doit probablement plus revoir. Fin. Table des chapitres en mer 5-2. Malte 23. Syrah 34-4. Smyrne 48 V la Troade, les Dardanelles 63-6. Le Petit Champ, la Corne d'Or 78-7. Une nuit du Ramadan 88-8. Café 109. Les boutiques 110X les Beaux-Arts 121.
Les derviches tourneurs 132-12. Les derviches hurleurs 143-13. Le cimetière de Scutari 156-14. Caragueuse 168-15. Le sultan à la mosquée. Dîner turc 181-16. Les femmes 195-17. La rupture du jeûne 207-18. Les murailles de Constantinople 219-19. Belate. Le Fanard. Bain turc 230xx. Le Beyram 240xxi. Le Charlemagne. Les incendies 254xxi. Sainte-Sophie. Les mosquées 267 xieux. Le sérail 280 xiv. Le palais du Bosphore. Sultan Mahmoud. Le derviche 291 xxv. L'Atméidan 301 xxvi. L'Elbisé-Yatika 311 tekvi. Kadikei 323 tekvieux. Le mont Bougourlou. Les îles des Princes 334 xx. Le Bosphore 345 xxx. Buikdéré 355. Note du transcripteur: la table des chapitres ne figure pas dans l'original. Astérisque end of the project Gutenberg ebook Constantinople updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence,
with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2
Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defective cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donation are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donation received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Constantinople en mer 2 Malte 3 Syra 4 Smyrne V la Troade, les Dardanelles 6 Le Petit Champ, la Corne d'Or 7 Une nuit du Ramadan 8 Café 9 Les boutiques X Les bazars 11 Les derviches tourneurs 12 Les derviches hurleurs 13 Le cimetière de Scutari 14 Caragueuse 15 Le sultan à la mosquée. Dîner turc 16 Les femmes 17 La rupture du jeûne 18 Les murailles de Constantinople 19 Balata. Le Fanard. Bain turc XX Le Beiram XXI Le Charlemagne. Les incendies XXI Sainte-Sophie. Les mosquées Txieux Le Sérail Tsiv Le palais du Bosphore. Sultan Mahmoud. Le derviche XXV l'Atméidan XXV il Elbiséyatika Tekvi Kadi Kaui Tekvieux le mont Bougourlou. Les îles des Princes XX le Bosphore XXX Buc des rétables des chapitres notes du transcripteur The Full Project Gutenberg licence.